Quand la vie est-elle apparue sur Terre? Pourquoi y a-t-il des saisons? Quelle est la place de notre planète dans le système solaire? C'est ce à quoi nous allons répondre dans cette vidéo. La Terre est la troisième planète la plus proche du Soleil, ainsi que la première planète dont nous parlerons qui a un satellite. C'est bien sûr la Lune qui fera l'objet d'une vidéo à part entière à l'avenir. Vous savez tous donc que notre planète tourne autour du Soleil en 365 jours, mais ce n'est en fait pas tout à fait vrai. En effet, la Terre fait un tour complet autour du Soleil en environ 365,242 jours. C'est donc pour ça qu'on a des années bissextiles, c'est-à-dire une année de 366 jours tous les 4 ans, le jour en plus étant le 29 février. Même avec cette correction du calendrier, il y a toujours un petit décalage de 26 secondes par an sur l'année tropique réelle. Ce qui fait que si on voulait que notre calendrier soit parfait, on ajouterait une journée tous les 3000 ans. La vitesse de la Terre autour du Soleil est en moyenne de 29,7 km par seconde. Ce qui veut dire que nous sommes tous en ce moment même en train de nous déplacer à plus de 100 000 km par heure au sein du système solaire. On peut ajouter à ça les 1600 km par heure dus à la rotation de la planète sur elle-même. C'est ce qui donne à la Terre sa période de rotation de 23h56 minutes. La Terre est la plus grande des planètes telluriques, avec un rayon de 6371 km. Elle est aussi la planète la plus dense de tout le système solaire. Notre planète est inclinée sur son plan orbital d'un peu plus de 23 degrés. C'est cette inclinaison qui explique les changements de saison. En effet, pour l'hémisphère nord, un angle plus important en hiver fait que la même quantité de rayons solaires touche une surface plus élargie. Et donc la chaleur se retrouve plus éparpillée et la température moyenne diminue. A l'inverse, en été, l'angle Terre-rayon solaire est plus petit, et donc une même quantité d'énergie en provenance du Soleil touche une zone plus concentrée. La Terre dispose, fort heureusement pour nous, d'une atmosphère. Cette atmosphère terrestre est composée à 78% de diazote, 21% d'oxygène et 1% d'argon, puis ensuite des traces de nombreux autres éléments. On peut diviser cette atmosphère en 5 niveaux. La troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et enfin l'exosphère. La troposphère représente 90% de la masse totale de l'atmosphère. Elle s'étend de la surface jusqu'à environ 12 km d'altitude. C'est là où se passent tous les événements météorologiques. La stratosphère prend ensuite le relais jusqu'à 50 km d'altitude environ. Elle est la partie où la plus grande part des rayons solaires UV sont absorbés, notamment grâce à sa composition riche en ozone. C'est donc à cette couche que se trouve principalement la couche d'ozone. On arrive ensuite dans la mésosphère, qui s'étend jusqu'à 80 km d'altitude. C'est une couche où la densité est encore assez élevée pour désintégrer les petits météores. Puis nous avons la thermosphère qui peut s'étendre jusqu'à 700 km d'altitude. Donc en fait c'est à partir de ce stade qu'on considère être dans l'espace. La limite étant la ligne de Kármán que l'on situe à 100 km d'altitude. La thermosphère est donc un niveau où l'atmosphère commence à ne plus être très dense, et nos satellites artificiels les plus bas peuvent y être en orbite. C'est le cas de la Station Spatiale Internationale qui orbite à 400 km d'altitude. C'est ce qu'on appelle une orbite terrestre basse. Et enfin, la dernière couche de notre atmosphère est l'exosphère, qui s'étend de la fin de la thermosphère jusqu'au vide spatial à des dizaines de milliers de kilomètres d'altitude. C'est une couche à la densité extrêmement faible, les molécules qui y sont présentes ne rentrent presque pas en collision entre elles, et plus on prend d'altitude, plus on se rapproche du vide quasi total. Ce qui est très bien pour la durée de vie des satellites, étant donné qu'ils sont moins freinés par les frottements avec ces molécules. La température d'équilibre du corps noir terrestre est de moins 18 degrés Celsius. C'est la température terrestre sans prendre en compte le réchauffement lié à son atmosphère. Avec l'effet de serre produit par l'atmosphère terrestre, on est à une moyenne de 15 degrés Celsius. La température la plus faible jamais mesurée sur Terre est de moins 89,2 degrés Celsius à la base Vostok en Antarctique, et ça a été mesuré en 1983. La plus élevée, elle, est de 56,7 degrés Celsius, mesurée en Californie aux États-Unis en 1913. En plus de l'atmosphère qui nous protège en absorbant de dangereux rayons UV provenant du Soleil, notre belle Terre bénéficie d'un champ magnétique. Le champ magnétique agit comme un aimant géant et forme la magnétosphère. Cette magnétosphère dévie les flux de particules en provenance du Soleil. Sans celle-ci, nous serions donc irradiés par les vents solaires, et la vie sur Terre serait très compromise. Les vents solaires atteignent néanmoins la haute atmosphère terrestre aux pôles magnétiques nord et sud, et cela donne lieu à de magnifiques aurores polaires. C'est grâce à l'activité du noyau terrestre que cette magnétosphère est générée. En effet, le noyau métallique terrestre possède une partie externe liquide, ainsi qu'une partie interne solide, celle que l'on appelle la graine.
C'est le mouvement constant de la partie externe liquide du noyau qui génère en premier lieu un courant électrique, puis le champ magnétique. Parmi toutes les planètes du système solaire, la Terre est la seule planète à disposer d'eau liquide à sa surface. Cette eau représente environ 71% de la surface, mais seulement 0,05% de la masse totale de notre planète. L'âge de la Terre est aujourd'hui estimé à 4,54 milliards d'années. La période de ses débuts est nommée l'AD1. La Terre accumule alors de la masse dans le disque protoplanétaire du système solaire. La chaleur y est telle que la Terre n'est qu'une boule de magma pendant près de 300 millions d'années. Une fois la planète un peu refroidie, la surface terrestre est impactée par des météorites dans ce qu'on appelle le grand bombardement tardif, à un rythme estimé 20 000 fois plus fréquent qu'aujourd'hui. La fin de ce bombardement marque la fin de l'AD1, il y a 4 milliards d'années, et le début du second éon, l'Archéen. C'est durant l'Archéen, qui s'étend d'il y a 4 milliards d'années jusqu'à 2,5 milliards d'années avant notre ère, que les premières formes de vie sont attestées. On estime que la vie est apparue sur Terre dans les océans il y a de ça 3,8 milliards d'années, protégée des nombreux dangers présents à la surface d'une Terre encore bien inhospitalière. Le fossile le plus ancien date lui d'il y a 3,5 milliards d'années. La photosynthèse apparaît il y a 3 milliards d'années par le biais des algues bleues. Cela va conduire à la grande oxydation qui délimite la fin de l'Archéen et le début du Protérozoïque il y a 2,5 milliards d'années. Cet éon voit naître les premiers organismes pluricellulaires des 2,1 milliards d'années avant notre ère, et il se termine il y a 541 millions d'années. On arrive donc enfin au quatrième et dernier éon, le Phanérozoïque, qui est une période continuant jusqu'à nos jours. Cet éon voit l'apparition des plantes terrestres, des insectes, des mammifères, des oiseaux, ainsi que des fleurs. C'est aussi la période d'apparition des dinosaures et de leur disparition. Les premiers membres du genre Homo apparaissent eux il y a 2,5 millions d'années, et les Homo sapiens il y a 300 000 ans seulement. Et c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a bien fait le tour des caractéristiques de notre planète. J'espère que cela vous a intéressé et que ça vous a donné envie d'approfondir vos connaissances sur certains sujets qu'on a abordés. Si vous avez aimé, je vous invite donc à mettre un j'aime sur la vidéo et à vous abonner pour être averti de la sortie des prochains épisodes. La prochaine vidéo sera sur Mars. Salut.